Salut, bonjour à tous. J'ai envie de partager ce matin mes réflexions avec vous et mes interrogations surtout sur les propos de Nicolas Dupont-Aignan dans son allocution après son échec aux européennes. Et des propos que je trouve extrêmement choquants. Et je vais vous dire pourquoi, et vous allez voir que mon argumentation, je ne suis pas du tout d'accord avec son analyse, et vous allez voir que mon argumentation se tient, que je suis cohérente dans mon analyse. Et j'espère que vous irez jusqu'au bout, parce que des propos d'ailleurs qui ont été repris par, évidemment, Monsieur Asselineau et par François Boulot, et puis par d'autres, évidemment, qui vont reprendre ça en la bouche en cœur sur Internet pour faire peur à la population, encore une fois, aux électeurs. C'est encore la diabolisation du Rassemblement national, ce qui est quand même assez étonnant de la part d'un monsieur qui a voulu s'allier avec le Rassemblement national et qui trouvait à l'époque que ce n'était pas une impasse. Mais subitement, le Rassemblement national, c'est devenu, avec Macron, une impasse. Donc je vais le laisser écouter, mais tiens, là je remarque quand même qu'il y a un petit bug. Mardi 14, pour ceux qui pensent que c'est fiable, hein, les dates, là, que c'est horodaté systématiquement par un satellite... Je sais pas. Non, parce que j'avais lu sur une vidéo précédente où il y avait une histoire, un article. J'ai regardé là, il y a mardi 14, ça correspond pas parce que c'est une allocution qu'il a eue le soir même des élections, je crois. Oui. Bon, allez, c'est pas grave. Alors je vais vous le laisser écouter. Et puis je vais commenter derrière. Et je vais faire ma petite analyse à moi, qui vaudra ce qu'elle vaudra, et j'espère que je ne vais pas choquer. Mon but, c'est pas de blesser qui que ce soit, hein, que vous ayez voté Nicolas Dupont-Aignan. Moi, j'avais de l'estime pour ce monsieur, hein, jusqu'à un certain point. Et puis, voilà, donc je ne veux blesser personne, je ne veux pas non plus blesser son ego, hein, je ne vais pas en rajouter. Mais je voudrais quand même qu'il assume. Je voudrais qu'il assume ses propos, ses actes et son échec, parce que c'est quand même un peu trop facile, je dirais, de se la jouer subitement victime, et parce que il y a quand même un retournement de veste spectaculaire, qu'il a pris des risques. Et voilà, attendez, je vais vous laisser parler. Mise en garde. Je mets en garde les Français contre ce duel fabriqué par Emmanuel Macron qui ne vise qu'à enfermer le peuple français dans un choix réducteur pour, en 2022, réitérer sa victoire de 2017. Et voilà pourquoi. Alors là, je vais déjà commenter parce que pour Nicolas, donc ce serait, et pour d'autres aussi, j'ai vu, ce serait donc Emmanuel Macron qui aurait choisi son adversaire, celui ou celle qu'il veut en face de lui. Il aurait ce pouvoir, hein, Emmanuel Macron. Mais là, j'ai envie de vous dire, attention, parce que ça, c'est une théorie conspirationniste à 100%. Hein, voilà, c'est exactement ce que disent les conspirationnistes. C'est écrit dans l'agenda Illuminati, c'est Attali, c'est voilà, les Rothschild, les Rockefeller, enfin les Illuminati, quoi, autour de la table ronde, qui ont décidé de choisir le candidat qui sera en face de Macron et qui, voilà, ils ont tous les pouvoirs. Et donc, non mais attendez, là, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que regardez, par exemple, vous prenez les élections présidentielles, ça n'a pas de sens pour moi. Par exemple, aux dernières élections, au premier tour, regardez un petit peu, il aurait très bien pu y avoir en face. Alors il aurait choisi, encore une fois, Marine en face de lui, là, Macron, si je comprends bien, aux dernières élections, mais il pouvait très bien y avoir Mélenchon, et aussi Fillon, parce qu'ils étaient montés très haut, plus haut encore que ça, j'ai vu ailleurs. Dans d'autres, j'ai carrément vu... où est-ce que j'ai vu ça? Dans certains, il y a eu des sondages où carrément ils donnaient... regardez là, 22%, 22, attendez, un résultat définitif, ça c'est par région, hein, je vois, par département, mais enfin, il n'y avait rien d'acquis, il y avait strictement rien d'acquis. Non, je suis désolée. Si Mélenchon n'avait pas eu ces diatribes verbales, ces logorées, ces coups d'éclat qu'on lui connaît et qui font d'ailleurs sa faiblesse, hein, à Jean-Luc, on sait comment il fonctionne, c'est son caractère. Et donc, c'est tout. C'est lui qui s'est fait descendre tout seul aussi. Fillon, si on n'avait pas su au dernier moment
ses grosses magouilles et comment il s'est accroché à sa branche pourrie alors que c'était tellement énorme. Mais attention, ça a été voulu par le monsieur. Mais le monsieur, lui, il va avoir des problèmes dans 3 ans si jamais il n'est pas réélu. C'est lui qui sera à la place de ce monsieur, parce qu'on va lui tomber dessus. Hein, parce que dans le bouquin L'Enfer de Bercy, et avec les révélations fracassantes de Juan Branco, dans Crépuscule, je fais de la pub pour son bouquin. Mais bon, non, parce qu'il faut vraiment savoir ce qu'il y a dedans, c'est très intéressant, mine de rien. Hein. Le peuple, il faut qu'il sache comment Emmanuel Macron a été mis au pouvoir, et voilà, avec la complicité de l'oligarchie, des oligarques ripoux et corrompus jusqu'à la moelle, avec des mimis marchands, et puis toute une faune là autour qui trafique, qui font la trafic de drogue, des grands banditismes, etc. Attendez, c'est énorme quand même, énorme, du grand banditisme là. On a affaire à des gens qui ont fait de la prison et qui ont fait du trafic de drogue et des réseaux de prostitution et tout ça, et des maisons closes avec Mimi Marchand. Tout ça s'est révélé dans Crépuscule et dans d'autres en parlaient déjà évidemment. Hein. Et puis tout ça c'est su aujourd'hui, mais malgré tout, il faut croire que c'est pas très important pour les Français, parce que M. Macron a réussi à maintenir son score. Bon, c'est des gens, le score qu'il a, ce sont ceux-là qui sont vraiment et qui n'ont pas beaucoup de sens moral. Hein. Pour eux, c'est pas très important toutes ces histoires-là, mais non. Alors bon. Alors, soyons logiques. Alors, si je comprends bien, d'après cette théorie de Dupont-Aignan, l'impasse Marine, c'est forcément Macron qui va gagner en face de Marine aux prochaines élections. Eh bien, moi, je dis que c'est pas vraiment une certitude. C'est même pas une certitude qu'elle soit en face de lui aux prochaines élections. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, regardez. Alors, regardez. Alors, ELV a grimpé en flèche. Qu'est-ce que vous croyez? Et pourquoi elle a grimpé en flèche là? Tout simplement parce que c'est les PS, enfin une partie du PS qui a rejoint ELV, c'est tout simplement une renaissance des socialistes. Pour moi, c'est les socialistes là. Les socialistes qui étaient morts et qui renaissent et qui ont simplement changé de nom, c'est EELV maintenant. Voilà, ils se disent, ils sont subitement devenus très écolos, alors qu'ils en ont rien à foutre de l'écologie, ils y connaissent rien. De toute façon, ils vont donner quelques coups de bâton dans l'eau comme ils ont fait avant. Hein, ça fait des générations maintenant de EELV. Hein, déjà, et qu'est-ce qui change? Quelques coups d'épée dans l'eau, une petite taxe par-ci, une petite taxe carbone par-là, et ils vont croire que c'est comme ça qu'ils vont arrêter le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Attendez, vous plaisantez là, hein? Alors que ce sont des mondialistes, alors que les avions des mondialistes survolent enfin, il faut voir le trafic aérien, rien que le trafic aérien des mondialistes et des affairistes, eh bien, je vous assure que ça fait du CO2 dans l'atmosphère, et ça participe au réchauffement climatique, ça fait un effet de serre incroyable, rien que ça. Sans parler de ce que je vous ai montré là, hein, sur les 2 dernières vidéos, les gros paquebots énormes, hein, les gros paquebots qui larguent leurs cochonneries, qui polluent. Allez voir un petit peu les détails, je ne vais pas me répéter, allez voir les détails. Là, j'ai fait lire par Cortana dans les 2 dernières vidéos ces grands paquebots qui bientôt arrivent comme des géants là sur Venise et sur tous les ports. Enfin, c'est ahurissant, quoi. C'est ce tourisme de masse qui pollue. Mais tout ça, non, mais ça, ils veulent préserver ça. Bah oui, c'est super le mondialisme, hein, le capitalisme mondialisé. Mais ça, c'est pas un problème. Mais non, c'est pas un problème. Vivons tous ensemble. Mélangeons-nous. Et puis allons, ouais, c'est super. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que s'ils ne veulent pas voir ça, eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. À un moment donné, c'est totalement ingérable. Et ça commence là, c'est totalement ingérable. Vous allez voir. Parce que c'est aberrant ce qui va se passer. Hein. Alors, l'Europe Écologie des Verts, vous allez voir comment il va vous décevoir, là, le monsieur Jadot. Jadot, c'est exactement... C'est François Hollande bis, Jadot. C'est tout. Au niveau personnalité. Il n'y a rien à attendre de cette Europe Écologie des Verts mondialistes, tant qu'ils resteront dans l'idéologie progressiste, mondialiste, macroniste. Rien. Voilà. Alors, non, moi je pourrais en revenir donc à Nicolas Dupont-Aignan, c'est ahurissant, c'est fou. C'est fou ce qu'il dit. Attendez, je reviens à lui. Parce qu'après, il va parler je sais pas, plutôt... Ouais, attendez, je le laisse parler. Attendez.
Malgré les déceptions, en police résistant, je ne lâche rien et je ferai tout avec mes amis de Debout la France pour empêcher que ce piège terrible de ce duel entre... Vous vous rendez compte, là, cette dramaturgie, là, mais c'est du théâtre, là, c'est pas possible. Hein, ce piège terrible, mais quel piège terrible! Il voulait s'allier avec Marine Le Pen il y a 2 ans dans son piège, il voulait y aller dans ce piège. Subitement, c'est un piège, Marine Le Pen. Mais c'est ça que je comprends, moi. Qu'est-ce qu'il entend par là, Macron? Parce que franchement, je vais vous dire aujourd'hui, le duel, cette idée de duel, je crois bien que moi, je vais vous dire, je ne veux pas m'attribuer l'idée, hein, je ne sais pas où Macron, il a été fou, comment cette idée lui est venue, mais toujours est-il que moi, tout de suite après les élections, et je ne dois pas être la seule, après les dernières élections, je l'avais dit. Je dis, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de 36... C'était pas à cause du débat, là, mais je dis, on n'a pas besoin d'un énième débat pour se positionner. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas 36 choix. Ou vous êtes pour l'Europe progressiste, mondialiste, pro-immigrationniste, pro-LGBT d'Emmanuel Macron, ou vous êtes pour une Europe des nations souveraines, avec une limitation, avec une réguler l'immigration, etc., une immigration choisie comme, je sais pas moi, comme en Suisse, comme au Canada, aux États-Unis, comme dans plein de pays, où vous rentrez pas par bateau entier, et que des mecs en plus, hein, ça n'étonne personne, qu'il y a que des mecs qui arrivent là par bateau entier, mais bien sûr, avec la complicité de Soros, les ONG, etc., on le sait aujourd'hui, tout ça, qui ont fait ça pour déstabiliser l'Europe. Mais ça, non, c'est normal, mais bien sûr, à l'intérieur, en Afrique, là, ils ferment les frontières. Ils ferment les frontières, les Africains, ils les veulent pas, hein, non. Et puis dans les pays arabo-musulmans, on n'en parle même pas. Il n'est pas question d'accueillir leurs frères dans la foi. Mais non. Allez, en Europe, bah oui, en Europe, on les prend en charge à 100%. Bah ils auraient tort de pas venir d'ailleurs. Mais bon, mais tout ça c'est normal. Alors oui, si vous, là, il n'y a pas 36 choix possibles. Je vous dis, ou vous êtes pour l'Europe d'Emmanuel Macron, ou vous êtes pour l'Europe du Rassemblement National, qui est une Europe où ils vont essayer. Bon, enfin, je ne vais pas me répéter. Hein. On sait comment ce qu'ils veulent tenter de faire, et moi je trouve ça très bien avec les pays de l'Est qui ont le même problème que nous, avec Salvini, etc. Essayer d'impacter, de pouvoir peser donc au Parlement européen. Et je ne vois pas en quoi c'est si dramatique d'ailleurs qu'ils aient gagné aux européennes. C'est pas la première fois que le Rassemblement national gagne aux européennes. Moi je crois quand même qu'il faut un peu de contrepoids à ce qui se passe à l'oligarchie là-bas. Et voilà. Et en dernier recours, s'ils n'y arrivent pas, ben oui, moi je trouve même que c'est une idée, tiens, même la France insoumise est arrivée à cette idée-là, de dire que s'ils n'arrivent pas à les faire fléchir, là, à mettre d'accord les 28, etc., avec les traités européens, et ben de proposer une sortie groupée. Et à ce moment-là, la France, elle sortirait avec l'Italie, avec les pays de l'Est, etc., et ce serait une sorte de Frexit, j'en sais rien. Mais toujours est-il, on ne serait pas... il y aurait plusieurs pays ensemble et ça c'est plutôt c'est plus faisable, je pense. Et je crois que c'était une très bonne idée d'ailleurs de Marine Le Pen. C'est lui qui a empêché ça parce que c'était son idée à Marine Le Pen du référendum. Elle disait si on n'arrive pas à changer l'Europe de l'intérieur, je proposerai un référendum aux Français et c'est encore eux qui choisiront. Et c'était une belle idée, très démocratique et qu'elle a abandonnée à cause de Nicolas. Alors, excusez-moi, Nicolas, hein, oh. Alors, et puis alors, donc, il était d'accord pour travailler avec elle. Enfin, peut-être qu'il lui avait promis un poste. Je ne sais pas ce que Marine avait promis. Je ne connais pas le pacte qu'ils ont fait à l'intérieur hein, pour qu'ils s'allient. Mais ça n'a pas dû se passer comme il voulait. Peut-être que même il voulait prendre à la place de celui qui voulait faire le grand chef donc au Rassemblement National. Et puis forcément, avec le caractère de Marine, ça n'a pas fonctionné. Et après, donc, on se dit, bon, bah, tu sais ça, bah, je vais sortir, je vais faire cavalier seul, je vais continuer avec mon parti, ok. C'était son droit. Mais est-ce que c'était nécessaire pour autant de commencer à lancer des petites flèches comme ça? Parce que franchement, quand Marine a demandé à l'électorat de Dupont-Aignan de voter utile, c'était pas vraiment grave, c'était plutôt logique, vu qu'il était tombé à combien? Attendez, tiens, je vais vous montrer. Juste avant, les sondages avant les européennes.
Alors, Nicolas Dupont-Aignan était tombé il était monté à un moment donné à 5-6. Alors là, oui, c'était bon pour lui, hein, il allait être remboursé. Mais après, il est tombé, Debout la France, il est tombé, là, non, il était tombé encore plus bas. Il était tombé à 3,5. Bon, ça c'est une moyenne, apparemment. Non, mais les derniers sondages, par exemple, tiens, je vais vous les montrer, sont là. Il était tombé, donc s'il avait vraiment, vous savez, je vais vous dire, les sondeurs maintenant, surtout pour les plus grands partis, ils se trompent rarement, ils se trompent de peu quelquefois. Parce que après les autres, là, ça c'est différent. Au dernier moment, ils se sont dit, ils vont voter utile pour ces. Ça s'est regroupé à droite, ça s'est mis ensemble plus ou moins, mais c'est très facile à comprendre tout ça. Et donc. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire Nicolas Dupont-Aignan, donc il était tombé relativement bas, et donc il était en train de prendre un risque quand même. Hein. Il prenait un risque. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Il était beau. Ouais, 3,7. Alors, il savait qu'il était en train de prendre un risque et qu'il n'allait peut-être pas, parce que vous savez, les sondages sont de plus en plus précis. D'ailleurs, ils sont plus obligés d'être de plus en plus. Parce que si jamais ils se trompent trop, ben, on leur fait plus confiance du tout. Donc, c'est quand même à celui qui essaye d'être le plus précis possible. Et quand vous avez des sondages comme ça, vraiment de dernière minute, un parti qui a chuté au dernier moment, c'est rare que ce parti remonte. Donc si Nicolas Dupont-Aignan avait réfléchi, il se serait dit, ça ne l'aurait pas vexé, que Marine dise aux électeurs de Debout la France de voter utile, parce que c'est dommage de gaspiller des voix. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, moi, en tout cas, j'aurais trouvé ça normal. J'aurais été un électeur de Debout la France, j'aurais voté à l'Assemblée nationale, parce que c'est quand même, nom d'un chien, le parti qui est le plus proche de Debout la France et le plus proche des idées d'Asselineau aussi, et des royalistes, et des partis, enfin, qui sont souverainistes plus ou moins, ou qui veulent, en tout cas, défendre les intérêts de la France et des Français. Donc, on comprend pas pourquoi, moi, je ne comprends pas pourquoi Nicolas a trouvé ça mesquin de la part de Marine, d'appeler à voter utile, alors que ça se fait, et je vois pas pourquoi subitement ça devrait plus se faire, parce que vous avez Marine en face de Macron, donc il faut plus voter utile là. Ça y est, c'est fini le vote utile. Avant, avec quand il n'y avait pas du tout de différence entre les républicains et les socialistes, parce que c'était bonnet blanc et blanc bonnet, vu qu'ils étaient dans la même idéologie mondialiste, macroniste, pro-LGBT, pro-immigrationniste, etc. C'est exactement la même chose. Et là, par contre, il fallait voter utile. C'était normal, il fallait appeler, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, que c'était Marine qui était là, alors là, d'un coup, d'un seul, hein, voilà, faut presque plus donner des consignes de vote, alors qu'avant, ils ont pas, attendez, plaisanter ou quoi. Alors, ok, je veux bien comprendre que ça l'a vexé, parce qu'il s'est dit, mince, si elle fait ça, moi, je vais tomber. Mais c'est pas à cause de Marine, ce n'est pas à cause de ça qu'il a eu 3,5 au dernier sondage, hein, je ne crois pas. Parce que ça, c'est le tout dernier sondage, vous pensez bien, attendez, non, c'est trop facile de faire porter le chapeau à d'autres, alors que c'est lui-même qui a scié la branche sur laquelle il était assise. Voilà, c'est tout. Alors, je pense qu'il a déçu une partie de son électorat quand il a voulu s'allier à Marine, déjà. Et puis après, il en est sorti à la première difficulté, c'est un petit peu une forme de lâcheté. Ensuite, il a viré des têtes de liste une dame qui s'appelle Emmanuelle Gave, parce qu'elle aurait eu des propos racistes. Moi, j'ai vu les propos qu'elle a eus, les tweets qu'elle a fait, il n'y avait rien de raciste, hein, je vous assure. Alors, je pourrais les décrypter sans problème. Il n'y a pas de racisme là. Ça a été déformé, ça a été sorti du contexte, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas? Eh bien, Nicolas, il a préféré aller dans le sens des journaleux de la bien-pensance. Hein, le genre Bourdin, est-ce que vous cautionnez ça? Hein, est-ce que vous cautionnez oui ou non? Eh ben, voilà. Alors, il a baissé son froc devant les journalistes. Non, mais ça, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. On peut ne pas être d'accord avec toutes les idées d'Emmanuelle Gave, ou même du père, hein, qui est apparemment quelqu'un qui est un homme d'affaires, etc. Bon, apparemment, il n'est pas pour l'Europe progressiste, mondialiste d'Emmanuel Macron. C'est déjà pas mal. Parce que vous savez,
Le libéralisme, c'est pas forcément une mauvaise chose quand c'est régulé. Hein. Le communisme, c'est 100 fois pire. Hein. Attention, l'égalitarisme et le communisme, c'est catastrophique. Faut le savoir. Faut connaître un petit peu l'histoire quand même là. Et donc non, le libéralisme, c'est l'ultra-libéralisme mondialisé. Hein, quand on fait fabriquer en Chine, à Bab el-Oued, etc., par des esclaves, ça c'est grave. Par contre, les échanges internationaux entre pays européens, ou même entre d'autres pays, mais où c'est fait d'une manière éthique, où on importe des produits qu'on n'a pas, par exemple, qu'on peut pas, le café, par exemple, on n'en a pas sur notre, des choses qu'on n'a pas, ou des échanges équitables, hein, voilà. Équitable et logique, parce que aller chercher des fraises en Espagne, par exemple, alors qu'on en a plein nous ici, c'est aberrant. Ou voilà, ou aller faire. Non, non, c'est ça, c'est l'ultra-capitalisme mondialisé avec la Chine, le Mexique, et Babalois, enfin intercontinental, on va dire. Voilà, les échanges intercontinentaux. Alors, c'est ça le problème avec l'oligarchie et les grands groupes qui s'unissent toujours et encore et qui, eux, évidemment, s'accaparent toutes les richesses parce qu'évidemment, ils vont boursicoter. Le problème avec ça, dès qu'ils passent en bourse, bah, ça y est, hein, ça c'est un gros problème pour moi. Enfin, je ne veux pas trop développer, je préfère laisser ça aux économistes. Hein. Vous écoutez les vrais économistes et d'autres, et voilà. Alors, non, moi je crois que Dupont-Aignan, il se la joue victime. Il se la joue victime et veut faire porter le chapeau à Emmanuel Macron de sa défaite, ou de Marine Le Pen, ou d'autres, je ne sais pas. Mais pour moi, il est politiquement mort. Voilà, s'il ne change pas de comportement, il est mort politiquement. Et je ne sais même pas s'il n'y a pas quelqu'un qui reprend Debout la France, eh bien, les ailes de Debout la France sont coupées définitivement. Voilà. Alors... là, je ne suis pas non plus d'accord avec ce qu'il dit là. Attendez, je vous laisse parler. Duel entre deux impasses enferme les Français dans le désespoir politique, dans l'abstention massive, dans le repli sur eux-mêmes. Il y a 2 ans, il avait envie de se replier. Hein. Il aimait bien l'impasse il y a 2 ans en arrière, quand Marine Le Pen était en passe de gagner. Bon, cette histoire d'abstention avec les européennes, ça c'est de la grosse rigolade. Et aux européennes, je vais vous dire, il y a énormément de gens qui, de tout temps, hein, à toutes les époques, il y a eu de l'abstention. Et puis à d'autres parties, c'est toujours plus ou moins pareil. Regardez. Et ça n'a rien à voir avec le contexte économique et social actuel, hein, avec Mélenchon, les Gilets jaunes, Macron, etc. Non, ça n'a rien à voir. Regardez. Il y a toujours une partie de la population qui ne votera pas, qui se fout des européennes et qui se fout carrément de la politique. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique et ça, c'est tout, c'est comme ça. J'étais comme ça il y a une dizaine d'années, donc je vous assure, et puis plein autour de moi, pareil, n'allaient jamais voter. Et encore moins aux européennes. Donc c'est pas nouveau, quoi, ça. Alors regardez un petit peu, là où ils votaient pas mal aux européennes, c'est quand on était à l'Europe des 9, l'Europe des 10, l'Europe des 12 et des 12. Voilà. Jusqu'à l'Europe des 12, l'Europe, ça fonctionnait pas trop mal. Et c'est quand ils ont commencé à aller élargir à 15, 25, 27, 28. Et ça, là, c'est devenu un vrai problème. Et là, il y a une chute, un désintérêt donc, pour les européennes. Et puis, curieusement, c'est en train de revenir parce qu'il y a un nouvel espoir avec le patriotisme, je crois. Moi, j'analyse ça comme ça. Et donc, il y a de nouveau un intérêt pour les européennes. Mais si vous regardez, par exemple, si vous faites la comparaison, en 1999, donc avant le passage du franc à l'euro, on était déjà à 49,51% de participation et on était moins que maintenant, en 2019. Hein, voilà. Donc moi j'estime qu'il y a un nouvel intérêt. Donc, et cette histoire d'abstention, visiblement, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron qui nous impose un duel et qui a 2 impasses, etc. Mais non, ça a toujours été comme ça. Maintenant, si vous analysez ça, vous prenez le taux de participation pays par pays. Vous remarquerez que ça, c'est le taux de participation. Hein, vous avez bien vu. Hein. Évidemment, celle-là, qui dit participation, dit aussi abstention, dans l'autre sens. Mais regardez.
on voit plutôt que c'est dans les pays de l'Europe du Nord, c'est plutôt en hausse. Il y a un regain pour la participation. En Belgique, ils ont participé à 80. D'ailleurs, c'est le Vlaams Belang là qui l'emporte. Et je suis très contente pour eux. Et voilà, et j'assume mes propos. Et puis voilà. Mais ceux qui votent, qui ont des intérêts pour l'Europe, ce sont justement ceux qui veulent sortir. C'est les pays de l'Est. Et nous, on compte beaucoup sur ces pays de l'Est, d'ailleurs, qui n'auraient jamais dû rentrer dans l'Union européenne, vu qu'ils étaient très, et certains pays, comme par exemple là, la Roumanie, etc., Chypre, Hongrie, enfin oui, tous ces pays, non pas les Pays-Bas, ils s'en sortent très bien eux, ça c'est pas trop mal géré, mais c'est un tout petit pays, les Pays-Bas, ça c'est mon plat pays à moi là. Bon, ils ont une meilleure gestion, on va dire. Et la Finlande, on connaît les problèmes qu'ils ont eu aussi, ils s'en sont sortis, parce qu'ils ont refusé de payer la dette, carrément, ils ont dit non, on paye pas, c'est très bien, enfin j'ai lu, c'est très intéressant, ce qui s'est passé avec la Finlande. Mais les petits pays, certains petits pays, qui n'étaient pas au même niveau économique, etc., et la Turquie qui veulent faire rentrer, et je sais pas, il y a un autre pays encore qui veulent faire rentrer dans l'Europe, ça sera catastrophique, évidemment. Et non, parce que les pays qui ne sont pas au même niveau économique, c'est forcément, ça pose un gros problème, puisque c'est pas régularisé, c'est pas une Europe sociale, la fiscalité n'est pas pareille partout, donc voilà, ça peut pas coller, quoi. Et c'est ça qui crée la concurrence déloyale, etc., avec les travailleurs détachés, les pays de l'Est, enfin bon, on connaît le schmilblick, hein, je vais pas développer ça, je laisse ça à plus compétent que moi, mais c'est... Dans l'ensemble, j'ai quand même compris l'essentiel. Alors, on voit qu'il y a donc... ça va dépendre des pays. Mais si vous prenez le truc à l'envers, ben voilà. Là, c'est le taux d'abstention. Hein. Là, vous avez le taux de participation. Et là, vous avez le taux d'abstention. Et ils ont commencé par la Slovaquie, évidemment, par les pays qui n'auraient pas dû être dans la zone à cause de ce que je viens de dire. Voilà. Alors, osez dire, cher Dupont-Aignan, que ce duel va plonger les pauvres électeurs qui sont désespérés. On voit la dramaturgie, quoi. Je veux dire, c'est la dramatisation, c'est tout. C'est Dupont-Aignan, il veut faire porter le chapeau de son échec à Emmanuel Macron ou Marine Le Pen ou d'autres, etc. Voilà, c'est tout. Il faut qu'il assume, qu'il assume son échec, c'est tout. Alors, je le redis, pour moi, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, et puis d'ailleurs, c'est pas souhaitable de toute façon, parce que je vous dis, pour moi, je maintiens ma position. Aujourd'hui, nous sommes devant... Il n'y a pas 36 choix. Et tous les petits partis, malheureusement, qui ont de très bonnes idées, par ailleurs, attention, je n'ai pas dit que les petits partis n'avaient pas de bonnes idées. Asselineau, il fait des très bonnes analyses. Il faut, à la limite, continuer à le soutenir, puisqu'il nous rend service. Il fait des bonnes analyses. Mais Asselineau, avant qu'il arrive à 20%, eh bien, la France, elle coule, hein, je vous le dis tout de suite. Et tout, c'est pareil pour Dupont-Aignan. Maintenant, avant qu'il remonte, debout la France, vu que les ailes sont coupées, eh bien, la France, elle a le temps de couler plusieurs fois. Quoi. On est au bord du gouffre, il y a urgence maintenant. Il faut comprendre qu'il y a urgence. Bon, enfin, maintenant chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je pense, je vais m'arrêter là. Et je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Merci aussi pour votre participation à ma modeste chaîne.